La Clean Architecture, une solution pour augmenter la maintenabilité de ces systèmes. Donc, je me présente, je m'appelle Mehdi Boissabron et je suis développeur back-end à Leboncoin, donc dans la feature team Import. L'import, c'est le point d'entrée de l'extérieur pour les clients professionnels pour leur permettre de poster leurs annonces à Leboncoin. Donc, j'ai mis quelques liens, un blog, LinkedIn, Twitter et aussi GitHub sur lequel je mettrai les liens de la présentation, le PDF dans quelques jours. Donc, Leboncoin, c'est le 6e site visité en France. Donc, j'ai mis quelques chiffres. Il y a à peu près 30 millions d'utilisateurs uniques par mois et environ 800 000 créations d'annonces par jour. Et c'est aussi un groupe composé de 1500 collaborateurs, dont un tiers des effectifs pour le produit, la technologie, et à peu près, j'ai mis une soixantaine de feature teams. Et ce groupe appartient aussi à un autre groupe qui s'appelle Adevinta, et qui possède donc Leboncoin et d'autres marketplaces en Europe. Donc la présentation, elle va se structurer de la façon suivante. Dans un premier temps, j'introduirai le sujet, puis on parlera de la problématique qui nous intéresse pour ce talk. Ensuite, je vais faire un rappel sur qu'est-ce que la Clean Architecture, comment est-ce qu'on la met en place. Donc il y aura quelques exemples qui sont des exemples en pseudocode que j'expliquerai. Et enfin, on parlera des bénéfices d'un côté et des inconvénients de l'autre. Donc le contexte à Leboncoin, c'est qu'on a un ensemble de feature teams qui s'occupent de scopes fonctionnels bien définis. Donc par exemple, dans l'équipe où je suis, c'est l'import des annonces. On a aussi l'équipe contact, l'équipe search. Et toutes ces équipes, elles sont pluridisciplinaires. Donc elles ont des développeurs back-end, front-end, Android et iOS. Et donc, dans certains cas, il y a des exceptions comme dans l'import. L'import, on est uniquement des développeurs back-end. Et c'est pour ça que là, j'ai fait un focus. Donc, pour s'organiser au niveau du code, tous les développeurs back-end de ces équipes, eh bien, on a un monorepo dans le langage Golang. Et ce monorepo, il est composé de code commun, donc pour gérer tout ce qui est monitoring, log et aussi les librairies qu'on peut avoir, et aussi du code spécifique pour chaque équipe. Et donc, c'est les applications que composent les différentes. Chaque équipe possède un ensemble d'applications. Et l'architecture qui est choisie par le back-end, c'est des architectures microservices. Donc, on a de quelques microservices pour des équipes, par exemple, qui sont plus récentes, jusqu'à plus d'une vingtaine, comme c'est le cas dans l'import ou dans d'autres équipes aussi. Et comme le code, les besoins sont différents d'une feature team à l'autre, eh bien, on n'a pas d'organisation de code qui sont imposées par le back-end. Donc, c'est pourquoi, nous, dans notre équipe, donc l'équipe import, on avait certains besoins qu'on devait remplir. Et donc, ces besoins, j'en ai listé 3. Le premier, c'est assurer la maintenabilité du code, donc avec une croissance à la fois des fonctionnalités donc du code induit par ces nouvelles fonctionnalités. Le deuxième point, c'était le partage donc, de ces fonctionnalités. Je vais citer un exemple. Quand on poste une annonce, eh bien, on calcule une signature d'annonce et ça nous permet de savoir si l'annonce elle existe déjà ou non. Donc, c'est ce qu'on appelle un checksum. Et cette fonctionnalité, on en avait besoin à plusieurs endroits dans notre code. Donc, ça, c'est un exemple, mais il y en a d'autres. Et le troisième exemple, c'est l'anticipation donc, des chantiers techniques. Par là, j'entends le découpage de bases de données. Donc, on a une base de données monolithique et d'autres bases. Mais la base de données monolithique, on souhaite la découper davantage. L'introduction future de gRPC. Et on souhaitait également rajouter du Redis ou de l'Elasticsearch en fonction des besoins. Et donc, on avait dans notre équipe un freelance qui s'appelle Laurent Martin. Et Laurent Martin, il avait fait des recherches et il avait vu qu'on avait déjà des briques en fait, présentes de Clean Architecture et que ça semblait correspondre à ses besoins. Donc, c'est pour ça qu'on est parti là-dessus sur nos nouveaux services. Et donc, la problématique pour le talk, c'est eh bien, est-ce que adopter cette architecture a satisfait ses besoins?
Donc, avant de répondre à la question, je vais rappeler qu'est-ce que la Clean Architecture. Donc, ça a été créé par Robert C. Martin, qui est l'auteur de Clean Code. Donc, à la fois, il y a Clean Code d'un côté, Clean Architecture de l'autre, et les concepts ont été définis dans un article de blog qui a été posté en 2012. Et par la suite, il y a eu aussi un livre sur le sujet qui a été écrit en 2017. Donc, il y a des architectures qui existent déjà et qu'on connaît bien, comme Hexagonal Architecture, l'Onion Architecture, où j'ai cité aussi ECB, qui est peut-être un peu moins connu, mais la Clean Architecture, c'est un petit peu une synthèse de ces architectures-là. Donc, pour vraiment définir ce que c'est une façon d'organiser le code et donc de ranger le code en différentes couches. Donc, en premier lieu, on a la couche entité, qu'on appelle aussi la couche domaine. Et c'est là où on va mettre le code, on va ranger le code spécifique à l'entreprise. Donc, par exemple, à Leboncoin, une annonce, ça va être un titre, une description, un prix. Et tout ça, on va le mettre là-dedans. Et nous, on range également les codes d'erreur qu'on a en commun dans l'application. Ensuite, on a une deuxième couche par-dessus qui est le use case. Le use case, c'est là où on va mettre le code vraiment métier de l'application. Donc, on va le centraliser dans le use case. Encore au-dessus, on a le handler. Donc, handler, c'est une appellation qu'on retrouve beaucoup en Go, mais ça veut dire c'est le contrôleur, c'est la même chose. On va ranger aussi un certain nombre d'interfaces là-dedans qu'on pourrait appeler aussi des adapteurs et aussi les repositories. Donc, par exemple, là, on va faire les requêtes SQL, ça va dans la couche verte handler. Et la couche plus au-dessus, c'est tout ce qui est interface graphique, et notamment et aussi les systèmes externes, parce qu'on peut appeler des endpoints avec des scripts. On n'est pas obligé d'avoir des UI. Donc là, déjà, ça ressemble beaucoup à de l'Onion Architecture, mais par-dessus ça, on a également une règle, et cette règle, elle s'appelle la Dependency Rules. Et donc, elle nous indique que toutes les couches les plus externes ont connaissance des couches les plus internes, mais que l'inverse n'est pas vrai. Donc, ça veut dire que, par exemple, la couche bleue qui est tout au-dessus, eh bien, elle a connaissance du handler et du use case et du domaine, mais que le domaine n'a pas connaissance des couches qui l'appellent. Et dernier point important sur cette partie, c'est que ce n'est pas dépendant d'un langage. Donc, ça peut s'utiliser en iOS. À Leboncoin, donc il y a les iOS, ils ont un monorepo aussi, et ils utilisent de la Clean Architecture. Ça s'utilise en Android, en back-end et en front-end. Donc, au niveau de la mise en place, il y a 4 points de contrôle à respecter pour mettre en place une Clean Architecture. Donc, le premier point, c'est qu'il faut définir une arborescence donc de fichiers qui matchent cette Clean Architecture. Donc, dans notre cas, à l'import, on a fait des réunions techniques pour se mettre d'accord parce qu'il y avait des personnes qui n'aimaient pas tel type de dossier, d'autres qui n'aimaient pas tel autre type de dossier. Et finalement, on s'est mis d'accord sur une arborescence. Donc, il faut qu'on retrouve use case, domaine, etc. Le deuxième point, c'est que le domaine doit être accessible partout dans l'application. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est qu'il faut centraliser, donc le code métier doit être centralisé dans le use case. Et le quatrième point, c'est qu'il faut respecter la dependency rules. Et pour la respecter, eh bien, on utilise des interfaces. Donc ça, j'aurai l'occasion de détailler plus après. Donc là, on a vu les 4 points nécessaires pour la mise en place, mais on va le voir plus en détail. Et donc, j'ai pris un schéma pour un cas d'étude qui existe vraiment dans l'import, mais simplifié. Donc, on serait un utilisateur avec une interface graphique, et on va poster une annonce via cette interface. Donc, ça va faire un post sur notre API que nous, on appelle la gateway, donc la porte des annonces. Cette API, elle va appeler une deuxième API qu'on possède également et qui gère notamment les comptes. Et cette API de compte, elle va nous informer si le compte est autorisé à poster, donc est blacklisté ou non. Et cette information, il l'a dans sa propre base de données. Et dans le cas où on renvoie, par exemple, que le compte n'est pas autorisé à poster, on rejette l'appel à ce moment-là. Et dans le cas où on est bien autorisé à poster, eh bien, on va insérer l'annonce dans la DB qui est possédée par l'API. Donc ça, c'est le schéma d'étude.
Et maintenant, je vais vous montrer du code. Donc le code du handler qui appartient donc, à l'API qu'on a vu en premier, l'API addGate. Donc là, c'est une fonction qui s'appelle createAdd. Donc classifiedAdd, c'est comme ça qu'on désigne les annonces à Le Bon Coin. Et cette fonction, elle fait 3 choses différentes. Dans un premier temps, on va valider les inputs. Donc valider les inputs, ça veut dire qu'on vérifie si, par exemple, l'annonce elle a le titre qui est correct, la description, etc. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'appel à l'API pour savoir si eh bien, le compte est blacklisté ou non. Et la troisième vérification, enfin, la troisième action, c'est de stocker en DB. Donc là, je vais vous poser une question et je vais vous demander, est-ce que, selon vous, vous pensez que, dans ce cas précis, eh bien, on respecte la clean architecture ou pas? Donc, j'ai vu des gens qui étaient sûrs de dire non, d'autres peut-être oui. Donc, effectivement, on ne respecte pas la clean architecture. Et on ne respecte pas la clean architecture parce que vérifier si un compte est blacklisté et ensuite stocké dans une DB, eh bien, c'est du code métier. Et on avait vu que dans les points de contrôle, donc, il y avait le domaine accessible partout, ça c'était OK. Le deuxième, c'est une arborescence qui matche la clean architecture, ça c'est également OK. Mais le troisième, c'était le code métier dans le use case. Eh bien là, on n'a pas vraiment respecté ce cas. Donc pour le respecter, j'ai changé le code, j'ai modifié le code, et j'ai fait un appel à un use case là, qui est encadré en rouge. Et donc, le code métier va être dans cette fonction-là. Et à ce moment-là, eh bien, on respecte bien la clean architecture. Donc maintenant, je vais vous montrer un deuxième exemple. Et ce deuxième exemple, c'est le focus sur ce use case que je viens de montrer juste à l'instant. Donc les deux appels, ce sont les mêmes. Mais cette fois-ci, on est bien dans le package use case. Et donc là, on fait les mêmes vérifications. On check si le compte il est blacklisté ou non. Et on stocke dans avec un repository, on stocke dans la DB. Donc là, je vais reposer la même question. Je vais vous demander, est-ce que, eh bien, dans ce cas précis, vous pensez également que c'est de la clean architecture ou pas? Donc je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Donc, je vais donner la réponse. Donc, ça n'est pas non plus de la clean architecture parce qu'il faut se rappeler donc, des 4 points de contrôle. Le premier, c'est le domaine, donc ça, c'est OK, accessible partout. Le deuxième, c'est l'arborescence, et donc là, c'est le cas aussi puisqu'on est dans un package use case. Le troisième, c'est le code métier qui est centralisé dans le use case, donc là aussi, c'est OK. Mais par contre, on ne respecte pas le quatrième point, et ce quatrième point, c'est la dependency rules. Donc là, on est dans la couche rouge, use case, et on a 2 fonctions, donc un appel à une API, quelle qu'elle soit, avec un client d'API, est stocké dans une DB. Eh bien ça, ce sont des responsabilités de la couche verte. Donc aussitôt qu'on arrive dans la couche rouge, on ressort dans la couche verte, et donc on ne respecte pas cette dependency rules, puisque le use case n'est pas supposé savoir, il est supposé connaître uniquement le domaine. Donc maintenant qu'on a cette information, comment est-ce qu'on peut faire pour respecter la dependency rules? Eh bien, on la respecte avec une utilisation d'une interface. Et cette interface, je l'ai appelée Add Manager, et elle fait 2 différentes choses, elle a les 2 fonctions qu'on a vues précédemment. Et ce qui est important de noter, c'est que cette interface, on la met dans la couche rouge, dans la couche use case. Donc généralement, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on la met directement dans le même fichier, et donc on n'appelle plus des fonctions qui sont dans la couche verte, mais on appelle des fonctions qui restent bien dans le use case. Et donc ces vérifications-là et ces implémentations, on les a mis en œuvre donc, sur la plupart de sur tous nos nouveaux services, microservices, et on a aussi reconverti certains services plus anciens en utilisant la clean architecture. Donc maintenant, je vais vous parler des bénéfices et des inconvénients. Au niveau des bénéfices, on a bien eu une augmentation de la maintenabilité du code, puisque comme on est sur des couches qui sont vraiment séparées, eh bien, on a pu les tester plus facilement individuellement. Et donc, au final, on a vu que la qualité du code
elle a augmenté. Le deuxième point, c'est qu'on a la facilitation du partage de fonctionnalités. Donc, par exemple, un use case, eh bien, on peut le mettre dans un code partagé et du coup, on peut facilement l'utiliser à plusieurs endroits. Le troisième point, c'est que les remplacements de composants sont également facilités, puisque à ce moment-là, eh bien, typiquement, le cas classique, c'est un use case qui va appeler une base de données. Eh bien, si on change complètement l'implémentation de la base de données, comme elle n'est pas dans la même couche, ça ne va pas modifier de ligne de code dans le use case. Et le dernier point, au niveau des bénéfices qu'on a pu observer et qu'on n'avait pas forcément anticipé, mais ce qui est bien, c'est que ça permet de travailler à plusieurs donc sur les mêmes user stories, parce qu'une personne peut s'occuper, disons, de la couche handler, pendant qu'une autre personne implémente le repository, etc. Et donc ça, c'est un avantage qu'on n'avait pas anticipé. Mais on a également des inconvénients. Donc ce n'est pas applicable dans tous les cas de figure. Et quand on a du code externe, donc par exemple quand on a des librairies qui sont partagées au sein du monorepo, elles déclarent leurs interfaces, et à ce moment-là, on n'a pas forcément envie de redéclarer partout les interfaces, et donc on ne va pas respecter vraiment la dependency rule dans ce cas, mais on le fait quand même parce que sinon ça nous oblige à redéclarer trop de code. Donc dans ce cas précis, ça fonctionne mieux avec tout ce qui est handler, use case et repository, mais un petit peu moins dans ce cas précis. Et le deuxième point, c'est que c'est difficile à mettre en place sur du code legacy. Donc on a essayé de le mettre en place donc, sur des codes plus anciens, et ça n'a pas compensé, on va dire, des défaillances de design applicatif. Mais au final, malgré donc, ces inconvénients, comme ça couvre bien nos besoins, eh bien, nous sommes très satisfaits de son adoption et nous sommes convaincus que ça nous a bien aidés. Et j'espère également que eh bien, vous êtes convaincus aussi aujourd'hui. Voilà, merci. Alors, je ne sais pas si c'est du temps pour des questions, je crois qu'il n'y a pas de temps. Peut-être une seule question, mais oui, une seule question, s'il y en a une. Il y a une question là-bas. Oui. Si, il y a quelqu'un qui est là-bas. C'est la personne qui est en... Quel micro? Ouais, c'est un petit détail. Tu as dit au début de la conférence que vous appliquiez aussi ce modèle de conception au niveau du mobile. Oui. Ouais. Oui. Mais du coup, j'ai du mal à voir plus l'intérêt côté mobile, sachant que j'imagine il n'est pas censé y avoir du code métier mobile. Et on est beaucoup plus lié à la techno, au final. C'est vrai, mais disons que, par exemple, dans notre équipe, au niveau de l'import, on n'a pas de développeurs mobiles. C'est juste que j'avais vu des présentations d'autres équipes et il me semblait qu'ils utilisaient donc de la clean architecture. Et comme nous, on n'est qu'une équipe composée de back-end, je ne sais pas vraiment comment ils implémentent de leur côté. Mais... Ok, ça marche. Merci. Eh bien, merci à tous.